Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue pour cette Re- dernière ligne droite de notre semaine du numérique avec donc nos deux derniers webinaires. Donc ce matin, un sujet très sexy, hein, le RGPD, et puis on laissera nos collègues jeunes finir cet après-midi avec Canva. je suis dans les collègues jeunes parce que je le co-anime. Donc, merci du compliment, Pascal. Ah bah oui, je te laisse faire l'intro, David, ou... Oui, alors, Allez, vas-y. allez, on le connaît par cœur. Vous connaissez notre Trombine par cœur sur cet avant-dernier webinaire. Donc, juste vous rappeler, voilà, pour ceux qui suivraient pour la première fois un de nos webinaires. Donc, juste pour vous rappeler on est vraiment une équipe qui est régionale. Donc, on a globalement quelqu'un dans chacun des 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté, qu'on se partage également nos connaissances. C'est-à-dire, voilà, si on n'est pas en capacité de répondre, bon, on va aller chercher la réponse chez un collègue pour vous l'amener. Donc, on travaille très, très bien ensemble. On est une vraie équipe Bourgogne-Franche-Comté. On le dit vraiment à chaque fois, mais c'est vrai qu'on bosse vraiment ensemble. Je dirais que les départements sont complètement décloisonnés. On arrive à travailler ensemble, justement, pour vous amener dans C'est dur ce matin. les réponses. Non, j'étais en train de lire en même temps la question de Yannick. Alors Yannick, il y a une petite séparation parce qu'en fait, on est, il y a une diagonale entre Une frontière. une frontière entre la Haute-Saône, en fait, entre le nord de la Haute-Saône avec Vesoul, Besançon, et l'autre partie du département avec Lure, Belfort, et puis le pays de Montbéliard. Donc, en fait, voilà, c'est pour ça. Donc, moi, réellement, je suis sur l'ensemble des départements pour l'instant, mais on est organisé sur la chambre de métier entre Vesoul et Besançon. C'est pour ça qu'il y a cette diagonale. Mais non, il y a pas, réellement, il y a pas de frontière. C'est pas la diagonale du fou en C'est plus. pas la diagonale du fou ou du doux, ou je sais pas trop quoi. Évidemment, donc on est en mode webinaire, donc vous voyez que malgré que vous ne pouvez pas nous parler directement, on arrive quand même à échanger. Donc juste un petit rappel des fonctionnalités. Donc converser, bah voilà, c'est pour parler avec nous, mais on a une petite préférence pour quand vous avez des vraies questions-réponses, enfin des vraies questions justement et auxquelles on ne pourrait pas forcément vous amener une réponse immédiatement, de bien les poser dans le QR qui en fait Zoom enregistre justement les questions-réponses avec votre adresse mail. Comme ça nous permet derrière de pouvoir vous recontacter pour vous amener la réponse. Et là, je laisse Pascal œuvrer et je vous retrouve tout à l'heure. Allez, on est parti. Donc, n'hésitez pas, ce que disait David, à nous poser éventuellement les petites questions. On essaiera d'y répondre du mieux possible. Donc, la thématique de ce matin, le RGPD, acronyme qui signifie Réglementation ou Règlement général sur la protection des données. Donc, ce règlement, quelques petits rappels sur le contexte. Donc, c'est une loi qui a été adoptée dans l'Union européenne le 14 avril 2016, mais qui a réellement été en application le 25 mai 2018. C'est toujours la même logique au niveau de la réglementation, hein. Une fois que la loi elle est votée, il faut qu'il y ait des décrets de mise en application. Et donc, l'application s'est faite en France le 25 mai 2018. Alors, on dit souvent à tort que c'est la loi du 25 mai 2018, mais bon, ça, c'est un petit point de détail. Donc, juridiquement, c'est ce qu'on appelle un règlement. Donc, un règlement, c'est quelque chose qui s'applique au-dessus des lois des pays, hein, qui, entre guillemets, écrase les lois. C'est un cadre européen, c'est-à-dire que le RGPD, alors à la date où on a évoqué la mise en application, parce que ça a évolué un petit peu depuis, s'appliquait sur l'ensemble de l'Union européenne. Par contre, avec des petites déclinaisons par pays, c'est-à-dire qu'on avait un socle commun, on va dire à peu près 95-98% de la loi, elle est même, la même sur l'ensemble de l'Union européenne. Par contre, chaque pays pouvait faire des petites déclinaisons à l'intérieur de chacun de ces pays. Ça s'applique donc à l'ensemble des pays de l'Union européenne et ça concerne, alors ça c'est important aussi,
toutes les structures. Alors, quand on dit toutes les structures, on abordera un petit peu la thématique, hein, c'est ce qui touche les données personnelles. Donc, aujourd'hui, toute entité, toute structure qui collecte des données d'individus, des données personnelles, est soumise à ce fameux règlement. Donc, que ce soit des structures publiques, on va dire des collectivités, des mairies, etc., des structures privées, bah, ce sont nos entreprises, quelle que soit leur taille, mais également des associations, puisqu'une association, elle a des fichiers d'adhérents, elle recense des données, donc elle est également soumise à ce fameux RGPD. Ce qui est important, c'est que la nationalité de la structure est totalement ignorée, c'est-à-dire que dès que la structure collecte des données sur des citoyens européens, elle est soumise au RGPD. Alors, on ne va pas se voiler la face. Ceux qui étaient principalement dans le collimateur au début du RGPD, alors c'est ce qu'on appelle dans le jargon informatico, technico, etc., le GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, etc. Donc, c'est eux qui étaient dans le collimateur au début. Ces structures-là ne sont pas de nationalité européenne, elles sont basées dans d'autres pays, mais par contre, elles utilisent ou elles collectent des données de citoyens qui sont dans l'Union européenne, donc soumises au RGPD. L'objectif, un des objectifs, c'est de protéger les données des individus, les données à caractère personnel, de renforcer le droit des individus. Et en France, le gendarme, entre guillemets, ou le relais de ce RGPD, c'est la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui est le garant de l'application, qui est aussi la source d'information sur le RGPD, qui est une mine d'informations et de renseignements assez phénoménale. Et en France, on avait déjà la loi informatique et liberté, hein, avec une loi de 1978, avec des modifications en 1979. Donc, on avait déjà un cadre en France qui était relativement pas mal adapté, ce qui fait que nous, en France, on a eu des compléments par rapport au RGPD, mais il y avait déjà une base, il y avait déjà une trame commune par rapport à ça. Donc, les objectifs, c'est renforcer les droits des individus, hein, le droit des personnes, en leur donnant des droits. Alors en France, ce qu'on évoquait tout à l'heure, on avait déjà une logique par rapport à ça, mais concrètement aujourd'hui, les individus, par rapport aux données qui sont collectées sur eux, ils ont des droits qui sont des droits d'accès, hein, de consultation, des droits de rectification, de modification, des droits d'effacement, voire d'opposition et de suppression. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif qui est assez cohérent, c'est qu'on ait un panorama juridique et qu'on ait des aspects juridiques qui soient à peu près harmonisés dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, hein, ce qui facilite les jugements et les applications par rapport aux structures dont on parlait tout à l'heure. Et puis aussi un point qui est évident, c'est qu'on a évoqué en France, ça date de 1978. Dans d'autres pays, il n'y avait pas ce cadre-là. Mais par contre, depuis quelques années, on connaît tous les évolutions liées au numérique. Donc, il faut évidemment que les lois et les aspects juridiques s'adaptent à ces évolutions du numérique, que ce soit des nouveaux appareils, des nouveaux usages, des nouveaux modèles économiques, hein. Il faut bien sûr que les lois évoluent pour qu'on puisse avoir des cadres qui soient quand même relativement précis par rapport à cette législation. Et donc, ce qu'on évoquait tout à l'heure, en France, l'entrée en vigueur date du 25 mai 2018. Donc, ça fait quand même un petit peu plus de 5 ans aujourd'hui que le RGPD est en application dans notre pays. Alors, qui est concerné? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein. On va rebalayer rapidement tout ça. Les entreprises, évidemment, les associations, les organismes publics, des entreprises qu'on évoquait hors Union européenne, mais qui traitent des données de l'Union européenne. Donc, du moment qu'on collecte des données d'individus, on est soumis au RGPD. Et puis également la notion de sous-traitant. Donc, c'est une structure, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, qui travaille pour le compte de quelqu'un et qui est aussi soumise à ce fameux RGPD. Donc, on voit que concrètement, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, toutes les structures dans nos pays sont concernées par ce fameux RGPD. Alors, par contre, on peut avoir des petites variations et des niveaux différents suivant, on va dire, les entreprises, hein. C'est sûr qu'une grosse entreprise, on parlait de Google, Amazon, etc., traite un volume de données un petit peu plus important que nos entreprises, avec des problématiques différentes.
mais on peut avoir des cas de figure dans nos TPE, une entreprise qui collecte des données de santé, par exemple, qu'on a eu le cas, moi j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps sur notre département, ben, elle est soumise également au RGPD, mais avec des déclinaisons et des points de vigilance qui peuvent être relativement importants. Donc tout le monde est concerné, par contre à des échelles peut-être un petit peu différentes, suivant la taille de l'entreprise, les données qu'on collecte, qui ont plus ou moins d'impact sur les individus qui sont derrière. Alors, qu'on explique un petit peu, puisque ça fait un petit moment qu'on en parle, l'objectif, c'est de faire le point sur les données à caractère personnel. Alors, le texte de loi, il est très très clair. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle? C'est une information qui permet d'identifier une personne physique, donc on est bien d'accord que ne sont concernés dans un premier temps que les individus, et qui permet de l'identifier directement ou indirectement. Donc, on vous a mis des petits cas de figure dans le cadre gauche, en gris. Les données à caractère personnel, alors, il y en a certaines qui permettent d'identifier les individus d'une manière très simple et très rapide. On va prendre un nom, un prénom, des dates de naissance, des adresses postales, etc. Ça, c'est ce qui va permettre d'identifier les individus relativement rapidement et directement, ou une photo, ou une empreinte digitale. Par contre, une donnée personnelle, c'est également une information qui permet d'identifier indirectement l'individu. Indirectement, ça peut être l'adresse IP d'un ordinateur. On va peut-être pas toucher directement la personne, mais on la touchera d'une manière indirecte via l'ordinateur de son entreprise, par exemple. Ça peut être la même logique avec des plaques d'immatriculation de véhicules. On ne va pas toucher forcément directement la personne, mais l'entreprise qui, derrière, fera remonter qui était l'utilisateur de ce véhicule, par exemple. Donc voilà, toutes ces informations-là permettent d'identifier d'une manière directe ou indirecte les individus au niveau du RGPD. On a également la notion de données sensibles, ça qu'on connaissait déjà en France et qui sont soumises à une réglementation un petit peu plus précise. Donc c'est tout ce qui touche les données politiques, philosophiques, religieuses, les appartenances syndicales. Les données de santé, donc ça peut concerner certaines de nos entreprises artisanales qui, par leur secteur d'activité, collectent des données sur la santé des individus. Donc, elles sont également évidemment soumises au RGPD, mais avec une petite variation, puisque juridiquement, les données qu'elles collectent sont des données sensibles. Donc voilà un petit peu le cadre, on va dire, hein, au niveau donc de ces données personnelles. Identifier une personne directement ou indirectement. On n'a pas parlé de vidéosurveillance, on n'a pas parlé de choses comme ça, qui sont aussi des systèmes évidemment qui permettent d'identifier les individus. Donc pour simplifier un petit peu, on va avoir des points au niveau de nos entreprises à vérifier. On les a regroupés en quatre points de vigilance qu'on abordera juste après. La notion de consentement, cette fameuse notion de sous-traitant dont on parlait tout à l'heure. Un point également qui va être important, c'est la sécurisation de nos données. Et puis on terminera par le dernier document qui sera le fameux registre de traitement. Donc ça, c'est les 4 points qu'on va aborder par rapport à ça. Alors, il y a un petit cas particulier, mais qui ne va pas trop nous concerner. C'est le fameux, alors il y a la dénomination française ou la dénomination anglaise. En français, on appelle ça le DPD, le délégué à la protection des données. Ou le DPO, la version anglaise. Donc ça, c'est un individu qui, au niveau d'une grosse structure, va faire le relais un petit peu entre les salariés, les utilisateurs et la CNIL, par exemple, pour faire le lien entre tout ça. Donc, c'est une fonction qui est obligatoire dans des cas très précis. C'est les entités de plus de 250 salariés, c'est les collectivités. Par contre, au niveau de nos entreprises, puisque on va dire à 99,99%, on est inférieur à ce nombre de salariés, on n'est pas concerné par cette notion de DPD. C'est le seul point au niveau de la règle et au niveau de la législation qui fait le distinguo entre les gros et les petits. Hein. Concrètement, sur le RGPD, mis à part cette notion de DPD, le travail à faire et les règlements et les choses à respecter seront les mêmes, quelle que soit la taille de nos entreprises, ce qu'on évoquait tout à l'heure, au niveau des conséquences qu'on va avoir. Donc, on évoquait tout à l'heure
cette notion de points à vérifier. Donc, le premier, ça va être le consentement, la notion de consentement. Alors, concrètement, comment ça va se passer? On a des données à caractère personnel, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, au niveau de nos entreprises, dès qu'on va collecter des données d'individus, il faudra, dans quasiment 99% des cas, avoir le consentement de la personne. Pareil, le règlement, le texte de loi est très très clair. Le consentement doit être écrit et clair, pas d'ambiguïté sur ce qu'on va demander aux gens. On verra des exemples tout à l'heure. Donc, dès qu'on collecte des données sur un individu, il faut qu'on ait son consentement, il faut qu'on ait son accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans certains cas de figure, on n'est pas obligé d'avoir ce fameux consentement. C'est-à-dire que dès qu'il y a un contact entre deux personnes, entre une structure et un individu, s'il y a une obligation par rapport à la réglementation ou s'il y a un contrat qui est défini, on n'a pas besoin d'avoir le consentement de l'individu. Je vais prendre un petit exemple. Je suis une entreprise, un client me contacte pour avoir un devis. Si on va jusqu'au bout de la notion de collecte, il faudrait que j'ai l'accord de la personne pour lui envoyer son devis, puisque pour l'envoyer, il faudra que j'ai soit ses coordonnées postales, soit son mail, par exemple. Par contre, là, on est vraiment dans la notion de transaction entre deux structures, entre l'entreprise et le particulier. On est dans le cas d'une réalisation de prestation. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'avoir le consentement de la personne pour lui envoyer le devis, ce qui serait totalement aberrant. C'est le premier exemple. Le deuxième exemple, j'ai des salariés au sein de mon entreprise. Les salariés, ils ont des obligations à respecter. Il y a des notions de contrat de travail entre nous et eux. Donc, on n'a pas besoin d'avoir leur consentement pour collecter les données. Ça, c'est la première étape. Par contre, ultérieurement, si on utilise les données pour une autre chose, après, là, par contre, il faudra qu'on ait le consentement de l'individu. Et donc, c'est ça qui va être important. Ah, il y a un petit souci d'affichage. Voilà. Voilà. Et c'est ça qui va être important, hein, c'est que derrière, il va falloir qu'on ait le consentement de la personne pour pouvoir utiliser ensuite les données. Le texte de loi est très très clair. Il faut qu'on mette en place ce qu'on appelle dans le jargon anglais un opt-in et pas le opt-out. Le opt-in, ça veut dire qu'on va avoir une obligation de cocher la case. Il ne faut pas que la case soit précochée, ce qui est le cas de l'opt-out. Donc il va falloir vraiment que la personne fasse l'acte d'aller dire je suis OK ou je ne suis pas d'accord, mais plutôt je suis d'accord pour donner mes données et qu'elles soient ensuite collectées par la structure. Donc ça, c'est le point important. On verra tout à l'heure quelques petits exemples, comment on peut mettre en place cette notion de consentement au niveau de nos entreprises. Donc on insiste bien, tant qu'on est dans cette notion de transaction et d'échange, il n'y a pas d'obligation d'avoir le consentement entre guillemets de la personne. Par contre, si derrière on réutilise les données à d'autres fins, là, il faut qu'on ait le consentement. On va reprendre l'exemple du devis qu'on évoquait tout à l'heure. Si on se contente au niveau de l'entreprise et de l'individu de collecter les données uniquement pour faire du devis et de la facturation, normalement, on n'a pas besoin d'avoir le consentement. Si par contre, on veut réutiliser les données de la personne pour avoir des actions de communication ou des actions entre guillemets publicitaires, là, on sort du cadre de cette notion de transaction de départ et c'est là où il faut qu'on ait l'accord de la personne pour qu'on puisse enclencher les étapes supplémentaires. L'autre point qui est important, c'est que la personne en face, donc l'individu, le particulier entre guillemets, devra être informé de la finalité des données. Moi, je les collecte, mais à quoi ça va me servir? Combien de temps je vais les conserver? Donc, on a pris un petit exemple dans le cadre bleu. Quand on collecte des données qui seront utilisées pour de la gestion d'entreprise, par exemple pour de la compta ou de la facturation, légalement, on est obligé de les conserver 10 ans. Donc, ça veut dire que dans le cadre du RGPD, il faut que j'applique cette sous-loi, entre guillemets, c'est-à-dire que je dois conserver au minimum ces données-là 10 ans. Ce n'est pas le RGPD qui m'y oblige, mais c'est la transaction et c'est la réglementation sur les données comptables.
Et puis la personne, elle doit également pouvoir avoir accès à la destination des informations. Quelle est la finalité de la collecte? Concrètement, les données que je vais collecter, est-ce qu'elles vont rester à usage interne? Est-ce qu'elles vont être diffusées? Si oui, à qui? À un cabinet comptable, à des organismes, etc. Il faut que l'individu puisse savoir ces données qu'on a collectées sur lui, à quoi elles vont servir et à qui elles vont être destinées, ou gratuitement ou revendues, hein. On peut très bien avoir dans certaines structures des reventes de fichiers. Le RGPD n'interdit pas la revente de fichiers. Par contre, il faut qu'on soit soumis à deux choses. D'une part, que l'individu ait la possibilité de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord pour que mes données soient revendues. Et puis, deuxième option, il faut que je sache ces données, si éventuellement j'accepte qu'elles soient revendues, que je sache à qui elles vont être destinées ultérieurement. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'utilisateur final, ben, il doit avoir, via mon entreprise, la possibilité d'avoir accès à ces informations, donc la visualisation, la modification éventuelle, et ça peut aller jusqu'à la suppression, hein, sur certains cas de figure, où la personne peut très bien dire « je ne veux plus être dans le fichier pour X raisons ». Ah, On a des petites questions, Pascal. bah, vas-y, vas-y. Ça te branche? Ouais, Alors, pour une commande sur un site internet, là, est-ce que la commande vaut consentement si c'est inscrit dans la politique de confidentialité? moi je dirais non. Ouais, moi je dirais non aussi. Ouais. Enfin, ou alors il faut l'écrire, Yannick. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quelque part dans votre quand le client va commander, voilà, il faut qu'il coche. Enfin voilà, il y a pas d'automaticité. C'est aussi une des règles du RGPD. On peut pas. Il faut que les choses soient claires. En gros, on peut pas faire un bloc avec tout dedans. Le consentement doit vraiment être séparé des conditions générales de vente pour le coup. Moi, je dirais une petite chose, et c'est Ouais. un discours que retient souvent notre collègue Lionel, c'est la notion du 80-20. Et on va y revenir là, c'est-à-dire que mon entreprise, de temps en temps, il faut se mettre à la place du client. Et mettez-vous à la place d'un individu. Si vous êtes un individu et que vous faites ce genre de choses, il faut qu'en tant qu'individu, on soit informé des données. Il ne faut pas qu'il y ait ce que disait David, entre guillemets, de tromperie, ou alors pas forcément de tromperie, mais de sous-information. Hein, c'est-à-dire que mettez-vous en tant qu'individu, vous commandez sur Internet, est-ce que c'est clair que mon acceptation se fasse facilement? Est-ce que je sais mes données à quoi elles vont être utilisées? Donc il y a souvent cette notion de politique de confidentialité ou le formulaire à remplir, mais avec certaines conditions qu'on verra tout à l'heure. Voilà, il faut que les choses soient claires. Hein. Le texte de loi sur le RGPD, il dit, alors je n'ai plus exactement le libellé en tête, mais il faut qu'un enfant comprenne ce qui est à faire. Hein, donc, s'il y a un soupçon d'incertitude ou de choses pas très claires, on n'est pas dans les clous. Hein. Mm. Donc, pour moi, par rapport à ce qu'évoquait tout à l'heure notre ami, pour moi, on n'est pas suffisamment précis et le consentement n'est pas tacite, quoi. Il faut qu'il Ouais, soit vraiment acté. ouais. C'est pareil, je rebondis sur la question de Nadjet qui est intéressante. Est-ce que la souscription à une newsletter vaut consentement? Alors, la réponse, elle est oui, mais il faut vraiment là aussi que ce soit clair. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on voit, et je vous encourage même à le faire si vous avez un site internet avec WordPress, il y a en fait, il y a un module avec Brevo qui est un logiciel qui permet d'envoyer de l'emailing et qu'on peut venir carrément, on peut mettre un petit bandeau en bas à droite du site internet marqué inscrivez-vous à la newsletter. Là, on peut considérer dans ce cas-là que c'est une démarche volontaire, une démarche volontaire du client dès lors que c'est marqué inscription à une newsletter. Donc là, il y a pas de doute. Mais par contre, ça peut pas être un formulaire, en gros, Pascal va en parler après, ça peut pas être un formulaire qui, sous prétexte d'un formulaire de contact, les données soient utilisées pour de la newsletter. Mais par contre, Nadjet, si c'est inscription, si le libellé c'est inscription à une newsletter, là, il n'y a aucun doute, le client, il sait pourquoi, le client, il sait pourquoi il est son adresse mail.
Et remettez, ce qu'on disait tout à l'heure, remettez-vous en tant qu'individu. Le RGPD est très clair. Plus le consentement va être entre guillemets détaillé, mieux c'est. Alors ça peut être un petit peu contraignant dans certains cas de figure. C'est-à-dire si les données, alors je vais prendre un petit exemple et puis David complétera, si les données servent éventuellement un envoi de newsletter, un envoi de je sais pas quoi, la logique voudrait qu'au niveau du RGPD, et que moi en tant qu'individu, je puisse dire je suis OK pour la newsletter, mais je ne suis pas OK pour ça. Ce qui serait, alors c'est pas forcément très, très facile à mettre en place et ça peut entraîner des contraintes au niveau de nos structures, mais en théorie, le consentement devrait être ciblé, hein, c'est-à-dire que voilà, en tant qu'individu, je devrais pouvoir choisir les moyens de communication derrière que me propose l'entreprise ou que je n'accepterai pas forcément. Mm. Ces données, normalement, on doit collecter les données alors qui sont dans le texte de loi appelées utiles, c'est-à-dire si je demande une information qu'elle n'est pas forcément utile par rapport au traitement derrière, normalement, on n'est pas dans les clous. Hein, je demande, je sais pas, j'envoie des informations, je collecte des informations sur mes clients et je leur demande s'ils sont mariés, célibataires ou en concubinage. Si derrière cette notion-là est utile à moi au niveau de mon entreprise pour X raisons, c'est OK. Par contre, si derrière c'est pas jugé utile, ben normalement on n'a pas à le demander. Il faut vraiment collecter les données entre guillemets minimalistes par rapport au traitement futur. Ouais. Ce qui est important aussi, c'est que là, on parle un petit peu de collecte de données, mais le RGPD est totalement indépendant du support. Hein. On se focalise souvent sur des supports informatiques, Complètement. formulaires de contact, sites, etc. Mais je collecte des informations via un formulaire papier, par exemple, ce qui peut arriver sur une foire, sur un marché ou dans une boutique, etc. On est également soumis au RGPD via le formulaire qu'on va utiliser, donc qui est totalement indépendant de ce fameux support. Ouais, complètement. Au début, le RGPD, et c'est pour ça que ça a eu du mal à prendre dans les entreprises artisanales, parce que bon nombre d'entre elles se disaient, quand c'est sorti, hein, donc autour des 2018-2019, ça s'est vraiment mis en place autour de 2020, enfin 2019 plus exactement. Mais en fait, les entreprises se disaient, ah, bah, j'ai pas de site internet, j'ai pas besoin du RGPD. Non, en fait, ça s'applique, comme le dit Pascal, avec une carte de visite, enfin, un chèque. Dès lors que vous allez utiliser les données sur un chèque, vous rentrez dans le cadre du RGPD. Il faut bien en avoir conscience, quoi. Alors, ce qu'on évoquait également tout à l'heure, hein, c'est que normalement les données, ben, elles doivent être, voilà, elles doivent avoir un usage utile, un objectif, une finalité. Hein. C'est-à-dire qu'on revient à notre discours de tout à l'heure, on ne peut pas collecter des données si c'est entre guillemets pour se faire plaisir et puis simplement avoir des infos sur les individus. Et donc, on a mis des cas de figure basiques, hein, mais on a tous dans nos entreprises un pseudo fichier client où on collecte des données sur les clients. Donc, on est concerné. Si on a des salariés, c'est également le cas. Et puis, on a souvent au niveau des entreprises, alors ça peut être un petit truc minimaliste, hein, un petit tableau Excel avec la liste des fournisseurs, avec leur mail et puis leur téléphone, par exemple. On est typique dans le cadre où on collecte des données pour le fonctionnement de l'entreprise sur des individus, quelle que soit la nature de l'individu. Ces données, donc on a évoqué un petit peu la notion tout à l'heure, on doit les conserver en théorie sans limite de temps. S'il y a du mouvement, s'il n'y a pas de mouvement, la loi nous autorise au bout de 3 ans à les supprimer. Elle nous autorise, ça ne veut pas dire qu'elle nous oblige. Et puis on redisait ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que dans certains cas de figure, je prends aux notions comptables, donc dans la cas des notions comptables et de facturation par exemple, vu que la loi m'oblige à les conserver 10 ans minimum, on occulte cette notion de limite de temps et donc on est amené à les conserver sur une durée qui peut être largement supérieure. En théorie, ce qui a déjà été enregistré, alors ça, je rejoins un petit peu ce que disait David tout à l'heure, on en a été plus ou moins victime dans les années 2018-2019 quand le RGPD s'est mis en place, c'est que normalement, on devrait revalider les données. C'est-à-dire au bout d'un certain temps, hein, s'il n'y a pas eu de consentement ou d'évolution, en théorie, on devrait redemander l'accord aux gens, leur dire est-ce que vous êtes toujours OK pour rester dans nos bases de données, etc. Ça, on l'a tous plus ou moins vécu hein, dans les années 2018-2019 quand ça s'est mis en place, où on était un petit peu abreuvé de messages en nous demandant est-ce que vous voulez rester dans nos fichiers ou pas. C'était pas innocent, c'était lié au RGPD.
Et donc, on a pris le cas tout à l'heure de la facturation. En théorie, si on se contente de rester dans cette notion de facturation basique, en théorie, on n'a pas besoin du consentement. Par contre, si derrière, on utilise les données pour de la communication, de la publicité ultérieurement, ben là, on sort du cadre de la notion de transaction de départ. Il faut qu'on ait le consentement de la personne. Et donc, on remet une petite couche, l'individu, le client, il a droit d'avoir accès à ces données, éventuellement se faire supprimer, modifier les données, la destination, etc. Alors concrètement, c'est ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure. Sur nos formulaires, alors on a mis volontairement formulaire, on n'a pas précisé informatique ou pas, mais ça peut être des formulaires papier. Sur les sites internet, tout ça, ben, dès qu'on va collecter les données, ben, il va falloir qu'on mette en place des choses justement pour avoir cette notion de collecte, hein, d'acceptation de la collecte. On verra des exemples tout à l'heure. La notion de cookies sur les sites internet dont on est victime quasiment tous aujourd'hui, c'est pas innocent quand on nous demande d'accepter les cookies ou pas, hein. Les cookies, ce sont des données, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais qui collectent des données sur la personne qui est à l'autre bout. Donc, si on collecte des données, ben, on est dans le cadre du RGPD. Si on a un module de statistiques, on a cité par exemple Google Analytics, ben on est dans la même logique. On collecte également des données sur les visiteurs de nos sites. Donc, dans ce cas-là, ben on est également soumis au RGPD. Donc, on voit, hein, c'est un petit peu le discours qu'on tient de nous au niveau des collègues, ben on est quasiment tous soumis à ça, hein, quels que soient les supports qu'on utilise, qu'ils soient informatiques ou pas, quelles que soient nos activités, quels que soient nos lieux géographiques et nos tailles d'entreprise, on est forcément concerné par le RGPD. Ouais, c'est ça qui est un peu terrible d'ailleurs, parce que on se met forcément à votre place et nous, quand on a eu connaissance de ces infos-là, en fait, que vous soyez une multinationale ou que vous soyez une micro-entreprise, les règles sont les mêmes, quoi, en fait. Mais voilà. Alors, c'est ce qu'on nous dit fréquemment, hein, avec les collègues, on l'a régulièrement. Ben, moi, je n'ai pas les moyens de Google, je n'ai pas Mm. les conseils juridiques de Google, je n'ai pas le temps de Google, je n'ai pas le personnel, mais ça n'empêche que on va ressortir l'adage qu'on sort traditionnellement, le fameux nul n'est censé ignorer la loi, hein, Ouais. malheureusement. Mais là, on est typique dans cette logique-là où on y est quasiment tous soumis. Ouais. Après, Et ce qui est intéressant pour continuer la phrase de Pascal, ce qui est quand même intéressant, donc hormis que nul n'est censé ignorer la loi, c'est que le RGPD, c'est quand même quelque chose qui est évolutif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme les normes ISO ou des choses comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous améliorer en gros. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez démarré vous avez entamé la démarche de RGPD, vous allez pouvoir justement l'améliorer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas censé être tip-top carré dès le départ de la mise en place de votre, du RGPD, quoi. je dirais, c'est quasi impossible, hein, au Oui, niveau des petites complètement. TPE, c'est quasi Ouais, impossible, hein. tout à fait. Donc, ce qu'on peut faire également, c'est ce qu'évoquait David tout à l'heure, notamment sur les sites, pour éviter d'avoir trop de chat et trop de texte, etc. On va trouver sur les sites aujourd'hui une page qui s'appelle politique de confidentialité, où on va évoquer la notion de collecte, qu'est-ce qu'on collecte, à quoi ça sert, les fameux cookies dont on parlait tout à l'heure, les modules qu'on utilise sur des stats, etc. Et c'est ce qui se passe souvent sur des formulaires de contact où on voit la petite case d'acceptation. Et avec la petite case d'acceptation, on demande aux gens, est-ce que vous avez bien lu la politique de confidentialité? Alors, on est tous pareils, mais bien sûr, on est allé la voir, hein, on l'a lu en long et en large et en travers. Et puis après, derrière, on a dit, on est OK. Ça, on est tous au top là-dessus, hein. Parfait. Alors, on vous a mis ici un petit exemple sur un formulaire, un petit texte qu'on peut mettre, hein, alors qui peut être un petit peu adapté, hein. Donc, qui peut être sur un formulaire papier ou éventuellement sur un formulaire plus électronique. Voilà, donc par le biais de ce formulaire, donc l'entreprise, etc., collecte des données personnelles en vue. Donc, on explique un petit peu en quelques mots à quoi ça va servir. Une phrase qui est à mettre ou pas à mettre, suivant si on transmet les données à des destinataires potentiels extérieurs, la durée de conservation des données, et puis en cas de besoin pour aller consulter ce qu'on évoquait tout à l'heure, les droits d'accès, etc., bah, vous pouvez vous adresser on met une petite adresse mail, un téléphone, etc. Moi, le petit conseil souvent que je donne à nos entreprises, c'est de penser au devis.
parce que c'est souvent le devis qui est le premier document qui va être contracté entre l'entreprise et un potentiel client. Donc, plutôt que refaire un formulaire qu'il va falloir envoyer, revérifier, etc., au niveau du client, pourquoi pas mettre ce qu'on vient d'évoquer à l'instant en bas du devis. Comme ça, le client signe le devis et éventuellement, il complète le formulaire, etc., pour qu'on puisse avoir cette acceptation et éviter de multiplier les documents, de multiplier les formulaires, etc., hein, ce qui peut faciliter le travail quand on a ce genre de documents à remplir. Bon, pour vous donner un petit exemple, hein, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les formulaires de contact, hein, donc celui-ci qui n'est pas bon, hein, et ça malheureusement on en trouve encore pas mal, hein, des formulaires de ce type-là, Ouais. où on remplit les informations, on fait envoyer l'acceptation, bah, je ne sais pas, moi je ne la vois pas bien l'acceptation, je ne sais pas où elle est, mais là on ne l'a pas, hein. Là, par contre, des formulaires qui sont dans les clous, hein, on voit sur celui en bleu sur le côté gauche, hein, la petite case à cocher. En soumettant ce formulaire, j'accepte que les données, etc., hein. Et puis celui qui est en blanc et vert, pareil, en cochant cette case, j'accepte que mes données soient utilisées, etc., etc., hein. Donc, Et on voit tout en bas, si vous regardez bien tout en bas, pour connaître, exercer vos droits, ça renvoie sur la politique de confidentialité. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Yannick, vous pouvez le faire comme ça en deux étapes, quoi, en fait. C'est-à-dire que le client consent par le biais du formulaire et après, vous le renvoyez plus dans le détail sur la politique de confidentialité pour qu'il ait là l'information de la durée de conservation, etc., quoi. Où vous allez mettre en fait les usages des données. voilà, d'autres exemples, hein, on ne va pas les cumuler, mais vous voyez la Mm. logique, hein. Le premier, indiquer votre adresse mail, etc. Bah là, on n'est pas dans les clous, hein. Et puis l'autre, ça rejoint un petit peu la remarque qu'on avait tout à l'heure avec une de nos auditrices, où là, c'est un petit peu plus détaillé, hein. Donc, j'accepte de recevoir la newsletter. Et alors, j'accepte ou je n'accepte pas, hein, évidemment. Et j'ai la même chose sur les offres commerciales et promotionnelles. Je peux très bien dire, je suis OK pour la newsletter, mais je ne veux pas recevoir les offres commerciales avec du et, du ou du ni rien du tout. Voilà, donc là, on est typique dans ces formulaires-là. Alors, pour joindre ce que disait David, bah, dans le cadre des créations de sites, etc., bah, il faut bien vérifier que les formulaires de contact qu'on va mettre soient bien conformes au RGPD avec ces notions d'acceptation. Ouais. On a une petite question, Pascal, je la mets entre deux. On parle beaucoup ici d'adresse mail, hein, d'utilisation d'adresse mail, mais évidemment, tout ce qui est SMS rentre en ligne de compte, hein. Un Ouais. numéro de téléphone portable est une donnée personnelle, donc elle rentre évidemment dans le cadre du RGPD. Bah, je dirais pour simplifier un petit peu, au niveau de nos entreprises, on collecte tous quasiment les mêmes infos, hein, qui sont les coordonnées, on va dire nom, prénom, éventuellement adresse postale, adresse mail ou adresse téléphone, et où, hein, on va faire le Ouais. et le où, mais on est typique là-dedans, hein. Dès que vous avez vu tout à l'heure la petite liste des informations qui permettent de dire à quoi correspond une donnée perso, bah c'est hyper basique en termes d'infos qu'on collecte, hein. Alors après, on peut avoir d'autres choses suivant les cas de figure des entreprises, mais on est quasiment tous avec un fichier client avec ce genre de données dedans. Alors, je fais une petite parenthèse aussi, on va revenir juste après. On parlait à l'instant du fichier client. Alors, attention, suivant les outils que vous allez utiliser, on en verra un cas un petit peu plus spécial dans la notion de sous-traitant, mais je pense à un tableau Excel. Si vous faites un tableau Excel pour faire un fichier client, ben, n'oubliez pas de rajouter une petite colonne, au moins une petite colonne au bout, en disant ben, la personne m'autorise ou ne m'autorise pas à envoyer les infos, parce que hein, on va se faire son tableau Excel avec ses petites colonnes, le nom, le prénom, le mail, le téléphone, le truc, le machin. Mais il faudra qu'on soit vigilant. Si ensuite on veut recontacter les personnes, ben, qu'on ait bien l'acceptation. Et pour avoir l'acceptation, il faudra qu'on puisse filtrer le tableau en disant, ben oui, la personne est OK ou la personne n'est pas OK, hein. Ça paraît peut-être évident,
Mais je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, mettez-vous à la place en tant qu'individu. Si on dit je ne veux pas recevoir de pub et puis qu'on reçoit de la pub, on va se dire Ouais. ça sert à quoi ton truc, quoi, grosso Ouais. modo, hein. Et à l'inverse, moi je me souviens qu'on avait fait une formation là-dessus, alors ça m'avait assez sidéré. Et à l'inverse, quelqu'un à qui vous avez envoyé, alors pour vous montrer le travers du truc hein, quand même, mais et quelqu'un à qui vous avez promis en gros d'envoyer des informations et que vous ne le faites pas, eh bien, il pourrait vous opposer en fait le fait que vous rentrez pas dans ce que vous avez promis en fait. C'est-à-dire que vous êtes engagé à lui envoyer de l'info. Bon, en réalité, je suis persuadé que ça n'arrivera jamais, mais Ouais. dans l'absolu, ça peut aller jusque-là. C'est-à-dire que si vous êtes engagé à envoyer de l'info et que vous ne le faites pas, eh bien, le client, puisqu'on parle de lui, pourrait vous embêter. Un truc de fou. Ben, je rejoins David. Si on est logique, on accepte ou on n'accepte pas. Donc, si on Oui, accepte, on reçoit. Si on n'accepte pas, on reçoit pas, quoi. Je veux ouais. dire, c'est pour caricaturer un petit peu, hein. Je voudrais juste revenir, Pascal, si tu permets, Vas-y. puisqu'on est sur les usages et on parlait à l'instant du téléphone portable, on voit beaucoup grossir en ce moment l'utilisation, enfin grandir plutôt l'utilisation de WhatsApp dans les entreprises par rapport à leurs clients. Faites attention, ça rentre dedans, quoi, en fait, hein. Là, les numéros sont publics, etc. Donc, faites très attention à ça. Il faut que nous, on va vous sensibiliser là-dessus dans les prochains webinaires, je pense, où on en reparlera comme ça en accompagnement. Mais faites attention à l'usage de WhatsApp qui rentre évidemment dans le champ du RGPD, quoi. On est sur le téléphone portable. Je rejoins la question de Cindy tout à l'heure. Donc, c'est pour ça, faites attention à cet usage-là. Il faut être vigilant, hein, parce que le RGPD, ça paraît simple en théorie, entre guillemets, mais voilà, on est d'accord avec David, avec les nouveaux moyens, les nouveaux outils, les choses qui se développent, etc. Alors, on a trop tendance à s'en servir d'une manière facile, intuitive, Mm. etc. Alors, quand c'est en usage interne entre nous, il n'y a pas trop de soucis, mais dès qu'on a des données extérieures, et puis nous, c'est le discours qu'on dit à chaque fois, on ne connaît pas forcément qui est le client d'une manière un Mm. petit peu plus précise, Mm. hein. On a Mm. quelquefois des petites surprises au niveau de certaines ou fonctions ou compétences, etc. Donc, faut être vigilant par rapport à ça, hein. On n'est pas à l'abri d'un tordu, comme on dit. Ouais, exactement, hein. Voilà, donc les points de vigilance, hein, on en a vu, on en a évoqué tout à l'heure, il y en a 4. Donc, on a fait le cas du consentement. Le deuxième point, alors qui va être un petit peu plus rapide, c'est la notion de sous-traitant. Alors, concrètement, au sens du RGPD, au sens juridique, qu'est-ce que c'est qu'un sous-traitant? C'est une structure qui traite des données pour moi, hein. Moi, je suis une entreprise et derrière, s'il y a une structure qui traite des données pour mon activité, que cette structure soit personne physique ou personne morale, elle fait partie de cette catégorie de sous-traitants. Donc, on a mis 2 exemples qui sont les plus fréquents à notre niveau, mais il peut y en avoir d'autres aussi, hein. J'utilise un logiciel de gestion, hein, un logiciel de compta, un logiciel de facturation. Euh, Au sens du RGPD, c'est un sous-traitant. Donc, ce sous-traitant, il doit évidemment, lui, être soumis et conforme au RGPD, puisque dans son outil, il collecte des données d'individus. Mais moi, si j'utilise son logiciel, il faut que je sois vigilant et vérifier sa compatibilité. Alors, en règle générale, les logiciels qui sont compatibles, il y a toujours dans un des petits menus en haut, ou dans les options, ou dans les outils, ou dans les fenêtres, etc. Télécharger l'attestation de conformité, etc. Donc, moi, souvent, le petit conseil qu'on donne, bah, c'est de récupérer cette fameuse attestation. On met ça dans un petit classeur avec les autres documents dont on parlera après. Et puis, on est bon. Alors, il faut être vigilant par rapport aux éditeurs, que c'est le logiciel qui est agréé, hein. Chaque logiciel doit être agréé, mais pas l'éditeur. L'éditeur, lui, il a des étapes au niveau des normes à vérifier et il fait agréer ses logiciels. Donc, attention à certains pseudo-logiciels plus ou moins gratuits et plus ou moins bons qu'on trouve, hein, un petit peu partout, qui, dans pas mal de cas de figure, ne sont pas du tout conformes au RGPD. Mm. Donc, concrètement, un petit exemple tout simple, ça veut dire que dans la fiche client, on rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, il y a d'autres choses, mais on va dire dans la fiche client, qui est l'option de dire ben, le client m'autorise ou ne m'autorise pas à diffuser ces données, à utiliser ces données.
Hmm. Je vous parlais tout à l'heure du logiciel Brevo pour envoyer des newsletters. Typiquement, il rentre dans ce cadre-là. Et pour compléter encore la question Cindy tout à l'heure sur le SMS, Brevo, en fait, c'est un logiciel qui est capable de faire du marketing au sens large. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des campagnes SMS et en même temps d'envoyer des campagnes email. Et en fait, à chaque fois que vous allez importer les données, qu'elles soient des adresses mail ou des SMS, eh bien Brevo, l'éditeur du logiciel qui a conçu Brevo, demande à ce que vous justifiez pour les numéros mobiles, que vous justifiez, donc ça veut dire qu'il faut prouver que vous avez bien le consentement du client. Pour les adresses mail, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que pour les adresses mail, vous déclarez que vous avez le consentement, mais par contre, pour les envois des campagnes SMS, eh bien, vous devez justifier réellement, donc c'est-à-dire que vous achetez le crédit de SMS, vous payez, et tant que vous n'avez pas justifié du consentement des clients, eh bien, les fonctions ne sont pas activées. Donc, vous voyez, c'est vraiment une boucle, en fait, hein, Pascal le disait à l'instant, c'est-à-dire que en fait, tout le monde se vérifie, c'est-à-dire que c'est comme ça que ça marche. Vous qui êtes responsable des données, bah, vous vérifiez que vous avez bien le consentement des clients, et par contre, les sous-traitants, eux, vérifient eux aussi. Vous vérifiez que le sous-traitant est bien conforme, mais aussi le sous-traitant vérifie que vous l'êtes aussi. Oui. Et donc, on évoquait à l'instant le cas des éditeurs ou des outils. C'est également la même chose si on fait faire son site Internet par un prestataire, hein, un prestataire de création de site. Il faut qu'on soit vigilant. Alors, normalement, il devrait l'être puisque le prestataire de site, il rentre dans le cadre de son activité professionnelle où il va collecter des données. Donc, lui, il doit déjà en amont, entre guillemets, être conforme au RGPD. Mais moi, il faut que je sois vigilant aussi, si je souhaite le faire travailler, de vérifier également sa conformité. Donc, ça peut passer simplement par un envoi de mail, hein, en disant, dans le cadre de ma mise en place de la vérification de mon entreprise par rapport au RGPD, pouvez-vous me confirmer que votre entreprise également a tout mis en place et est bien conforme au RGPD, hein, donc, on fait un petit échange de messages comme ça. En théorie, je dirais, le prestataire à l'autre bout, il doit être conforme, et derrière, ça va, entre guillemets, me couvrir par rapport à ces aspects-là. Donc, soyez vigilants pour, des fois, on a des cas de figure où on veut se faire un site Internet par quelqu'un de proche, entre guillemets, Mm. hein, un enfant, un voisin, un copain, quelqu'un, etc., qui a un peu de compétences. Alors, dans ce cas-là, il n'est pas officiellement prestataire puisque ce n'est pas son job. C'est moi qui vais être responsable, hein. Donc, il faut qu'on soit vigilant à ce niveau-là aussi, que ce qu'on fait ou ce que font les gens qui travaillent, entre guillemets, pour moi, soit conforme au RGPD. Et donc, pour boucler, c'est ce que disait David tout à l'heure, moi-même, mon entreprise peut être sous-traitant de quelqu'un, hein. Donc, d'autant plus la conformité au RGPD par rapport à mon entreprise, parce que si j'ai quelqu'un au-dessus qui souhaite me faire travailler, il va, dans le cas du RGPD, me demander si je suis conforme, et j'ai tout intérêt à y être, puisque derrière, légalement, les deux doivent y être, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein. Donc, on pense des fois aux sous-traitants qui sont niveau N-1, mais on peut être aussi le N-1 de quelqu'un qui est juste au-dessus, hein. Donc, Mm. il faut qu'on soit dans les clous, nous, à différents niveaux. Pensez aussi, c'est un exemple que je cite tout le temps parce que j'ai eu le cas dans un salon de coiffure. Pensez aussi à vos salariés. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites faire alors les salariés, clairement, ils n'ont pas à donner leur consentement pour avoir une fiche de paye, hein, c'est une obligation légale. Mais par contre, vous avez, si vous faites faire les fiches de paye par un cabinet comptable, etc., eh bien, ils doivent être informés. Normalement, vous devriez les informer, non pas avoir leur consentement, vous devriez les informer que leurs données, enfin que vos données personnelles partent chez tel organisme, le comptable en l'occurrence, hein. Il doit avoir cette information. Le comptable est un sous-traitant. Ouais. On a une Alors, question. attention. On Alors, a une- alors, Vas-y. attention aussi, parce qu'on a des cas de figure, hein, de la vidéo, des choses comme ça, c'est Ouais, typique aussi soumis ouais, au ouais, ouais. RGPD, hein, Ouais, carrément. Ouais. alors, il y a des déclarations officielles sur la Ouais. mise en place de la vidéo avec des délais officiels, entre guillemets, mais le RGPD est typique là-dedans où, si on filme des locaux, alors on oublie la réglementation qui existe déjà, hein, mais voilà, on est aussi, et si j'utilise des appareils ou des outils ou un prestataire sur de la vidéo ou sur de la visio, je dois vérifier
vérifier leur compatibilité également au RGPD. On est typique dans cette notion de sous-traitant, de ce qu'on disait, c'est dès qu'on a quelqu'un en dessous de nous qui travaille pour nous et qu'on utilise, j'ai utilisé le terme utilisé entre guillemets, on doit vérifier sa compatibilité. Et on peut aussi, nous, ce qu'on disait tout à l'heure, être le N-1 de quelqu'un au-dessus qui me fait travailler. La vidéo dans les entreprises, c'est crucial, hein. Je pense à des bijouteries ou des bijouteries, des salons de coiffure, où là, par rapport aux salariés qui peut y avoir dans ces établissements-là, où là, en fait, les données personnelles, donc le visage hein, d'un salarié va être utilisé va être utilisé dans le cadre de la vidéo. Alors, ça ne demande pas une fois encore un consentement, mais une information. Ouais. On a une question, Pascal, de Yannick sur un site qui est hébergé sur Shopify, par exemple. Est-ce que c'est la politique de confidentialité de Shopify qui s'applique ou est-ce que comment ça se passe entre la politique de confidentialité, c'est vendredi hein, on sent que c'est la fin de semaine, je suis au bout du rouleau, j'arrive pas à le sortir. La politique de confidentialité de l'entreprise ou celle de Shopify ou est-ce que ça s'imbrique, comment ça marche? Pour moi, c'est les deux, hein, Ouais, c'est-à-dire moi que aussi. moi, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, Ouais. mais j'utilise un outil, donc l'outil doit être conforme, et puis moi, il faut que je me mette en conformité. Donc, me mettre en conformité, c'est cette fameuse politique de confidentialité, parce on va utiliser l'outil, hein, entre guillemets, on va collecter des données via l'outil, donc on doit aussi, nous, pour moi, c'est les deux. Hein. Ouais, moi aussi. Et les données sont collectées, et les données sont stockées dans l'outil, justement, dans Shopify. Donc, je suis complètement d'accord avec Pascal, c'est les deux. Voilà, donc cette notion de sous-traitant. Donc voilà, hein, on a fait un petit schéma pour voilà, expliquer un petit peu tout ça, pardon. Voilà, donc la notion de sous-traitant à gauche, hein, nous on est au bout, l'entreprise client, donc les deux doivent être en conformité au niveau du RGPD pour qu'on soit sûr d'être bien dans les clous par rapport à cette notion, entre guillemets, de sous-traitant. Alors, autre point important, la sécurisation de nos données. Alors, là, Cindy, c'est maintenant. On avait une bon, question en avant de justement Cindy et puis la sécurisation. Donc, c'est maintenant. Dac. Alors, on a remis le texte de loi, hein, l'extrait du texte de loi. Alors, c'est un petit peu barbant à lire, mais comme ça explique un certain nombre de choses. Le responsable du traitement, donc on va dire en l'occurrence nous, on est tenu de prendre toutes les précautions utiles au regard de la nature des données et des risques présentés pour préserver la sécurité des données. Concrètement, ben, on doit tout faire pour que les données qu'on collecte soient sécurisées, sauvegardées, etc. Et la suite est claire, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. C'est-à-dire qu'on doit prendre toutes les mesures aujourd'hui nécessaires dès qu'on collecte des données pour les sauvegarder, les sécuriser, éviter du piratage, éviter des vols, etc. Alors, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une analyse d'impact, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer de vérifier entre guillemets, toutes les précautions à prendre et tous les risques qui peuvent arriver par rapport à tout ça. Donc, on est concrètement aujourd'hui, dès qu'on collecte des données, on est responsable de ces données et on doit tout mettre en place. Hein, le texte de loi, il est explicite. Hein, on doit tout mettre en place pour sécuriser ces données, empêcher le vol. On ne dit pas que le vol ne peut pas arriver, mais il faut qu'on mette en place des mesures pour essayer d'éviter tout ça au maximum. Et quel que soit le support, hein. Ah bah, c'est marqué, ouais. Voilà, hein, voilà, je rejoins Complètement. ce que évoquait David. Hein, voilà, la Mm, dernière ligne, quel que soit le support. mm. Hein, quand j'ai retravaillé un petit peu sur le diaporama de ce matin, je suis tombé sur un article de la CNIL qui évoquait le vol d'un registre papier chez un médecin, hein, Ouais. où il s'était fait piquer son cahier, où il y avait tout noté dedans, les rendez-vous, les coordonnées des clients, etc. Ben, on est typique dans cette notion de non-sécurisation des données. Alors, je ne sais pas les conséquences, hein, je ne suis pas allé jusqu'au bout du truc, mais on a trop tendance avec le RGPD à évoquer les données informatiques, les données hein, disques durs, etc. On y reviendra après, Mm. mais tous les supports sont impactés par le RGPD. Hein. Donc, voilà, si je suis dans une entreprise et que j'ai des données papier, entre guillemets, on ne m'interdit pas d'avoir des données papier, mais bah, il faut que je prenne des précautions pour éviter qu'un éventuel souci puisse arriver. Hein. Donc, souci, on va dire, à mon niveau, parce que si je perds ce genre de documents, c'est toujours embêtant. Bon, ça, c'est mon problème, entre guillemets, mais ça peut être aussi le problème des individus derrière vont peut-être être impactés par, entre guillemets, ce vol. Voilà, donc la première ligne, ben, on doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
essayer de faire en sorte que les données soient protégées, sécurisées, etc. Donc, ça passe évidemment par des sauvegardes. Moi, c'est souvent ce que je dis aux entreprises. C'est pas le RGPD qui m'oblige à faire des sauvegardes. C'est ma logique bête et méchante informatique, hein. J'ai des données dans mon ordi, je dois les sauvegarder. Le RGPD en rajoute une couche, mais c'est une précaution qu'on doit prendre en tant qu'utilisateur basique d'un outil informatique, c'est de sauvegarder les données par quelque moyen que ce soit. On ne va pas refaire le débat, est-ce qu'il vaut mieux une clé, est-ce qu'il vaut mieux un cloud ou pas? Le débat, il n'est pas là, mais je dois sauvegarder mes données sur le côté pratique, mais sur le côté législatif aujourd'hui. Protéger mon ordi, protéger mes logiciels. Alors, on ne va pas refaire ce qu'on a évoqué notamment lundi avec nos sur amis la gendarmes sécu. sur les mots de passe, etc. Peut-être, mais ça ne me même pas peut-être, quand il y a des salariés, avoir une charte sur l'utilisation de l'outil informatique, hein, qui fait quoi, qui doit faire quoi, etc., etc., de façon à ce qu'on sécurise au maximum. On ne dit pas que le problème ne peut pas arriver, hein. On sait bien que tout ce qu'on va mettre en place, c'est pas du 100%. Ça serait génial si c'était du 100%, mais on doit faire en sorte qu'on ait un maximum de précautions par rapport à ça, hein. Donc, Attention aux mots de passe stockés. Moi, je me souviens d'une esthéticienne, ça a été une de mes premières mises aux normes. Une des esthéticiennes, vous savez, où elles ont toutes, et puis on voit ça beaucoup maintenant, où on a le PC portable qui est posé sur le ah comptoir, oui, et ouais. avec pas de mot de passe à Windows. Alors maintenant, Windows le rend obligatoire, mais euh, et les mots de passe stockés des logiciels, c'est-à-dire on vient de parler à l'instant des sous-traitants. Évidemment, quand vous allez, il ne faut pas stocker les mots de passe des logiciels dans le navigateur. Il faut que vous ayez un outil à part, parce que sinon, imaginez le client, le voleur qui embarque le PC, le gars, il rebranche, il démarre, il a accès à tout, quoi, en fait. Il n'a Donc, rien à faire. il n'a rien à faire, il a juste à utiliser, il va aller voir dans l'historique le dernier site utilisé, il va tomber sur Planity, par exemple, pour une coiffeuse. S'il n'y a pas le mot de passe, un mot de passe fort et pas enregistré dans le navigateur, eh bien, le gars, il a accès à tout, à toutes les coordonnées de vos clients, quoi, en fait. Ouais. Voilà, donc ça, on va dire, c'est un petit peu les précautions en amont, mais peut-être aussi évoquer et penser à des suites en cas de, hein. Ça peut être, on a des systèmes aujourd'hui qui permettent de bloquer des appareils à distance suite à un vol, donc ça peut être une piste aussi. Et puis aussi, il faut être conscient, c'est un petit peu le cas de figure qu'on évoquait à l'instant, en cas par exemple de vol, comment je repars au niveau de mon entreprise. Alors là, on n'est plus vraiment dans le cas du RGPD, mais je me fais piquer mon ordi avec mon fichier client à l'intérieur et toutes mes données. J'ai pas fait de sauvegarde. Comment je fais pour tout remettre en route au niveau de notre entreprise, hein. Alors que ce soit un vol ou que ce soit un piratage, hein, on a évoqué, j'ai plus le chiffre en tête exactement ce que nous évoquaient les gendarmes l'autre jour, mais je crois qu'en cas de problème, je crois que c'est 50% des entreprises qui ne peuvent pas redémarrer derrière Ouais. suite à un souci de piratage, etc., hein. Donc, les conséquences ne sont pas négligeables. Moi, je prends toujours un même exemple. J'ai parmi mes stagiaires, alors vous allez vite comprendre l'utilité de la chose, hein. Quelqu'un qui fait de la pose d'alarme chez des particuliers, il a évidemment dans son ordi les codes pour accéder aux alarmes, etc. Demain, il se fait piquer son ordi, ben, on n'est pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui récupère les codes et puis qui éventuellement pourra causer des préjudices chez tel ou tel client, hein. Donc, si derrière il y a un problème, il y a un litige, il risque d'y avoir des experts, des avocats, et puis si l'avocat il trouve une faille en disant ben l'entreprise c'est peut-être pas elle la responsable, hein, mais si derrière il n'a pas pris les précautions, on verra tout à l'heure ce qu'il faut faire, ben, il peut peut-être avoir des problèmes juridiques derrière parce qu'il n'a pas mis en place tout ce qu'il aurait dû faire, hein. Et j'aurais tendance à dire le RGPD en rajoute une couche, mais c'est pas le RGPD qui doit me faire mettre en place ce genre de protection, ce genre de sauvegarde. Hmm. Les sauvegardes, il y a une règle. Alors, moi, je suis content en fait finalement que le RGPD nous contraigne en fait à la sauvegarde, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est un point qui est souvent délaissé dans les entreprises. En fait, il y a une règle à retenir en fait dans les sauvegardes, qui est la règle des 3-2, les 3-2-1 en fait. C'est trois en fait. Vous devez avoir trois sauvegardes au total, deux supports différents et une hors site en fait. Donc c'est la règle des 3-2-1, donc trois sauvegardes au total, deux supports différents, donc ça va être
deux disques durs différents, une clé USB, alors même si j'aime pas ça, un Ah bon. NAS, un truc, et une sauvegarde en dehors de votre établissement, chez quelqu'un de confiance, votre belle-mère, enfin voilà, n'importe qui, mais que vos données soient à l'extérieur de chez vous, c'est vraiment primordial. Ouais, je rejoins, c'est un discours que j'ai aussi des fois avec les stagiaires. Des Ben fois, oui, ils me disent, oh, on fait sur une clé USB. Alors, horrible. je suis comme David, je suis pas fan, mais je préfère le quelque chose à rien du tout, quoi. Ouais, t'as raison. Même si c'est pas top top, ben, vaut mieux quand même avoir quelque chose. On va pas dire que c'est la meilleure solution, mais voilà par rapport à ça. Et puis surtout, on a évoqué la problématique l'autre jour. C'est bien d'avoir des sauvegardes, mais vérifier qu'elles sont fiables et qu'elles Ouais, marchent et qu'on peut remonter ce qu'il y a dessus, parce complètement. que hein, des fois, on s'aperçoit que le support n'est pas accessible ou etc. etc. Alors, on est tout content d'avoir fait des sauvegardes et puis on se retrouve avec des problématiques. Hein. Mhm. Donc voilà, mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je suis tout à fait d'accord avec David. Le RGPD, on a rajouté une couche, mais c'est peut-être pas plus mal non plus pour au moins qu'on ait en tête cette problématique et cette responsabilité qu'on a aujourd'hui derrière. Alors, pour revenir au RGPD, en cas de problématique au niveau de mes données, alors ça, c'est le texte, hein, on doit informer les individus qu'il y a eu un problème. Hein, c'est-à-dire, je me suis fait piquer mon ordi, par exemple, dedans, il y a mon fichier client où il y a mes codes d'alarme de mes clients, etc. La loi dit que dans un délai raisonnable, alors quel est ce délai raisonnable? Faut voir le contenu des données. Hein, on doit prévenir les individus, en l'occurrence mes clients, si c'est ce cas de figure-là, pour leur dire, ben voilà, je suis désolé, j'ai eu un problème. Je reprends mon exemple d'alarme. Ben, je me suis fait piquer mon fichier avec mes codes d'alarme. Ben, faites quelque chose, hein, bloquez tout, changez le code, j'en sais rien, Mhm. mais mettez quelque chose en place. Alors, la remarque, et on va rejoindre la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est que souvent on me dit, mais t'es bien gentil, si je me suis piqué mon ordi et puis que j'ai plus mon fichier client, comment je préviens les clients? Ben, la remarque, elle est à 2 balles, ben, ayez des sauvegardes et puis remontez tout ça ou ayez accès à vos données sur un autre moyen, sur un autre support pour pouvoir justement rentrer dans le cadre du RGPD. Et puis, on doit également avertir la CNIL. Alors, on va se dire peut-être qu'à notre niveau, ça paraît pas forcément très judicieux, mais on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, le RGPD, il est le même niveau pour tout le monde. Hein. Donc, dans certains cas de figure, prévenir la CNIL en leur disant, ben voilà, je me suis fait piquer mes données. Donc, sur le site de la CNIL, il y a un petit formulaire pour faire ce genre de déclaration. Hein, ça prend 10 secondes. Voilà, je suis l'entreprise machin, je me suis fait piquer mon fichier client avec mes codes, mes trucs, mes machins et au moins j'ai fait les démarches nécessaires, entre guillemets obligatoires, hein, qui sont la prévention côté individu ou côté en client et l'avertissement côté CNIL. Et puis, c'est ce qu'on dit aussi à chaque fois, il faut être vigilant parce que cette faire piquer ces données, c'est un petit peu ce qu'on évoquait l'autre jour. Ça peut avoir des conséquences financières hein, au niveau de l'entreprise. Et puis, surtout en termes d'image, hein, on se dit, quand on fait les sondages, il y a souvent peu d'entreprises qui osent dire je me suis fait piquer, je me suis fait Mhm. pirater. Bah oui, parce qu'en termes d'image, c'est quand même pas le top top si derrière, on fait confiance, entre guillemets, à une entreprise qui s'est fait pirater, hein, même si ça peut arriver, bah, ce n'est pas forcément un gage de sécurité et de confiance que ça peut donner au niveau des clients. Donc, c'est pour ça, quand il y a des problèmes de piratage, il y a le chiffre officiel puis le chiffre officieux. Hein. C'est comme dans les manifs. Hein, il y a ce que les gens disent et puis ils osent dire ou ils osent pas dire. Et on est quasiment certain que le taux d'affichage ou le taux de déclaration, il est pas, il est loin du taux Au réel. réel. Mhm. Le risque par rapport à ça, c'est que le pirate qui aurait pris vos données se fasse passer pour vous, en fait. Ouais. Hein, c'est que vous soyez, enfin, qu'il y ait du phishing qui soit fait avec les données de vos clients en se faisant passer pour un institut de beauté, pour un salon de coiffure, enfin que sais-je, je sais pas les activités qu'on a en face de nous, mais voilà, c'est pour vous donner l'idée. On parle beaucoup du phishing dans les banques, mais ça existe également dans les entreprises, hein, souvent. Ouais. Donc voilà, ce point 3 sur la notion de sécurisation des données. Et puis on va terminer par Le la cerise sur meilleur. le gâteau. Voilà, le fameux registre de traitement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc, au niveau du RGPD, on nous demande, alors j'aurais tendance à dire, on nous fait un petit peu confiance,
C'est-à-dire qu'on doit tenir un document qui est ce fameux registre de traitement. Pour faire simple, avant, quand on avait des fichiers, on devait les déclarer à la CNIL, ce que tout le monde faisait royalement et sans aucun problème. Aujourd'hui, on dit, ben voilà, grosso modo, vous n'avez plus rien à déclarer, mais vous devez faire ce document. Donc, qu'est-ce que c'est que ce document? Comme son nom l'indique, c'est un registre. Donc, ça va avoir plusieurs buts et plusieurs objectifs. Dans un premier temps, recenser les traitements. C'est-à-dire, on va lister les traitements. Donc, on a mis quelques exemples sur le diaporama. J'ai un fichier client, je gère des salariés, j'ai un site de vente en ligne, j'ai de la vidéosurveillance. On va lister les traitements qu'on a au niveau de notre entreprise. Le but du jeu, bah, c'est qu'on ait une vue d'ensemble de ce qu'on fait, hein, voilà les traitements qu'on a dans l'entreprise, et ensuite on va prendre chacun des traitements et on va le détailler un petit peu. Donc, je vais reprendre un petit exemple. J'ai dit, j'utilise un fichier client. Ensuite, on va détailler sur une forme de fiche ce traitement fichier client. Qu'est-ce que j'ai comme données dans le fichier client? J'ai le nom, le prénom, la date de naissance, le mail, etc. Ce fichier client, il me sert à quoi? Ben, il me sert à faire mes devis, mes factures, et puis faire mes relances. Il sert aussi à faire de la com, etc. Ce fichier client, à qui je vais le donner? Ben, je vais peut-être le donner à mon comptable parce que c'est lui derrière qui fait ma compta, où il reste à usage interne. Il est fait avec quel outil? Ben, c'est un logiciel qui s'appelle Truc Bidule Machin de chez l'éditeur Truc Bidule. Ce fichier client, comment il est protégé? Ben, il est sur mon disque dur de mon ordi. Et puis, tous les jours, je fais des sauvegardes sur une clé USB ou sur un cloud. Et il est protégé, le logiciel est protégé par un mot de passe, etc. Donc, on va prendre chacun des traitements et on va les détailler, hein. On verra tout à l'heure quelques petits diapos qui montrent, entre guillemets, le contenu. Donc, on va détailler un petit peu tout ça. Et donc, ce document qui s'appelle le registre de traitement, c'est un document obligatoire que les entreprises doivent faire aujourd'hui. Il y a quelques cas très, très particuliers où c'est pas à faire, mais on va dire, en règle générale, dès qu'on collecte des données d'individus, on va avoir à tenir ce fameux ce registre de traitement. Et on revient à notre discours de tout à l'heure, quel que soit le support de stockage des données, hein, qu'elles soient sur papier, sur informatique, etc. Donc, ce registre de traitement ne concerne pas les traitements qu'on va dire occasionnels, hein, c'est-à-dire si exceptionnellement je prends mes données pour faire un envoi, etc., et que ça reste épisodique, on ne va pas le mettre dans le traitement. Mais par contre, si j'utilise les données régulièrement pour le fonctionnement de mon entreprise, ben on va être soumis à la création de ce fameux registre de traitement. Alors, vous allez me dire, ça paraît un petit peu obscur quand on parle de ce genre de truc, hein, c'est pas forcément très simple. Donc, la CNIL a mis en place un modèle type, hein, on vous montrera des slides tout à l'heure, qui est une version Excel, hein. Donc, avant, il y avait une version Word, aujourd'hui, il privilégie la version Excel, qui va être très simple, hein, on va regarder un petit peu. Voilà, donc pour ceux d'entre vous qui connaissent Excel, puis même pour les autres, il n'y a pas de souci, c'est qu'en bas, on a des onglets. Là, on est dans l'onglet avec la liste, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir en haut, on va rentrer nos coordonnées, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, mon nom, mon prénom, etc. Et puis en dessous, on va lister les traitements, hein, donc ce qu'on évoquait tout à l'heure. Là, exemple, gestion de la paye. Quand est-ce que j'ai mis en place, j'ai créé cette fiche? Et la finalité, bah, la paye, ça sert à quoi? Ben, à faire les rémunérations, à payer les salariés, etc., etc. Donc, on va lister comme ça les différents traitements, hein, ça, c'est la première étape. Alors, en règle générale, dans nos entreprises, on va souvent retrouver des traitements basiques, la gestion client, la gestion éventuelle des salariés, la gestion fournisseur. C'est souvent les deux, trois grandes thématiques qui reviennent régulièrement, hein, au niveau de ces informations-là. Et puis après, on va faire une fiche pour chacun des traitements, où on va détailler un petit peu le contenu. Alors, on va pas tout reprendre en détail, mais si on regarde par exemple vers les lignes 16, 17, 18, etc., on va dire, exemple, le fichier client, à quoi il me sert? Hein, donc, il me sert à faire des devis et des factures, il me sert à faire un envoi publicitaire tous les mois, il me sert à faire telle ou telle chose. Donc, on va détailler un petit peu plus tout ça, hein. Donc, C'est pas un annuaire. Souvent, en fait, quand on parle de registre, les premières minutes pendant lesquelles on parle des registres, les entreprises nous disent ah, il faut lister tous les clients. Non, c'est pas ça. En fait, on recense en fait les usages. Hein, la structure de la fiche et les ouais. usages. Mais c'est pas un annuaire avec tous vos clients, évidemment.
Voilà, parce que souvent, voilà, je rejoins David, des fois on nous dit, ah ben, faut le mettre à jour chaque fois que j'ai un nouveau client. Non, non, Mm. c'est pas du tout ça. Hein, voilà, les informations. Alors, on va le voir sur la slide d'après. Voilà, on va lister qu'est-ce qu'on a comme information, en l'occurrence sur le client. Donc, est-ce que j'ai des données sur son état civil, ben, le nom, le prénom, etc. Alors ça dépend de nos entreprises. Hein. Il faut adapter le contenu, évidemment, à l'activité et à ce que je fais. Est-ce que j'ai des données sur la vie perso? Est-ce que j'ai des données financières? Donc, si on prend l'exemple des salariés, bah oui, je vais avoir le RIB du salarié et je vais avoir son numéro de sécu, etc. Hein. Donc, on va compléter tout ça. Peut-être des données de géolocalisation pour des entreprises qui font de la traçabilité de véhicules, etc. Hein. Donc, ça, on va l'indiquer. Est-ce que je collecte des données sensibles? Donc, ça, c'est vraiment des cas particuliers qu'on évoquait tout à l'heure qui sont très réglementés. Sur la ligne 44, le type de personnes concernées, ben, en l'occurrence, c'est clients, salariés et fournisseurs. Hein, il y a pas trop de soucis. Et puis la dernière petite rubrique en bas, c'est les fameux destinataires. Pardon, c'est les fameux destinataires. Ben, ça va être par exemple le comptable, ça va être, je sais pas quoi, la banque. Si on prend les données des salariés, ça peut être les organismes sociaux et fiscaux. Voilà. À quoi me servent tout ça? Et puis, il y a une dernière petite ligne en bas que je n'ai pas mise. Ben, sur quel outil ça a été fait? Est-ce que c'est un tableau Excel? Est-ce que c'est un logiciel de compta, un logiciel de facturation, un logiciel spécifique, etc. Et donc, on va remplir tout ça. Donc, c'est pas un travail forcément très compliqué à notre niveau. Hein. À d'autres autres structures, ça peut être problématique. Mais à notre niveau, on retrouve souvent les mêmes données et les mêmes informations. Et donc, on va préparer ce fameux registre. La suite, elle est très simple. Le registre, je le fais, je le stocke, je ne le communique à personne, hein, sauf si on le me demande. Et la seule structure qui peut me le demander, c'est la CNIL. Hein, on en parlait un petit peu au début. Mais une fois que le registre il est fait, en règle générale, on n'y revient pas tous les jours. Hein, je veux dire, alors, sauf si on rajoute des choses. Hein, exemple, j'avais pas de site internet de vente en ligne, puis maintenant j'ai un site internet de vente en ligne. Donc évidemment, ça rajoute un traitement dans le tableau et ça rajoute une fiche dans le tableau avec le détail de ce qu'on fait avec ce fameux site, par exemple, de vente en ligne. Pascal, est-ce que tu arrives à me mettre des droits? En fait, j'aurais bien envoyé le lien vers le modèle de registre de la CNIL. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas les droits sur la conversation. Attends, parce que normalement j'avais fait le lien Ah, où tu l'as fait? là. Alors, on tente le coup. Non, c'est juste pour le mettre dans la conversation, comme ça nos Ah, amis pourront aller voir derrière. alors, attends. Est-ce que je peux... Je te fais un piège là, hein. Si, parce que normalement, je dois l'avoir, le lien. Et Alors, attends, mais attends. je l'ai là où je te l'envoie, puis tu le mets. Attends, discussion. Tac, est-ce que je l'ai? Tiens, Autrement, dans notre moteur de recherche préféré, on tape CNIL, registre de traitement. tiens, je viens de te l'envoyer, à la limite, tu le renvoies en mode tout le monde. Yes. Comme ça, vous aurez le lien vers le registre fait par la CNIL. Donc, c'est un format ODS qui peut aller sur Excel, sur Google Sheet, enfin, tous les tableurs du monde. Comme ça, vous pourrez le télécharger directement. Top. Voilà, c'est renvoyé. Ah, c'est pas celui-là, Kiki. Tiens, prends le lien que j'ai envoyé, Pascal. Ah bah alors, je prends un petit. OK. Ça, c'est. Ah, top. Ah oui, le mien, c'est la page où ils Ouais, c'est la expliquent le page. registre. Hmm. Ouais, tu as raison. Hein. Ah, Bah, comme comme ça, ça, vous vous l'avez. aurez les deux liens. Hein. Sur Hmm. la page officielle de la CNIL, on explique à quoi sert le registre. Et puis sur le document de David, alors c'est un format entre guillemets OpenOffice, hein, mais que vous pouvez ouvrir sous Excel sans aucune difficulté pour que vous puissiez éventuellement le regarder. Voilà, sur ce fameux registre. Alors, qui paraît un petit peu compliqué, mais quand on s'y plonge un petit peu, pas tant que ça, à notre niveau. Hein, je dis pas que dans d'autres cas de figure, c'est pas un peu plus compliqué, mais à notre niveau, bon, ça le fait quand même pas trop mal.
Et ça, on reviendra tout à l'heure sur ce qu'on peut vous proposer. Moi, ça m'arrive de temps en temps, on peut vous aider là-dessus, hein, sur le registre. On commence à avoir un petit peu l'habitude au niveau des contenus, des choses que des fois on oublie au niveau de nos entreprises parce qu'on n'a pas forcément le réflexe, hein. J'étais encore en entreprise l'autre jour et puis ils faisaient le registre, ils parlaient des salariés. Donc, ils disaient, bah, les données des salariés, à qui je les communique? Bah, au comptable, bah oui, mais peut-être pas au comptable, au banquier aussi qui fait les bulletins de paye, Qui fait les bah, qui virements, ouais. fait le virement, et puis aux organismes sociaux et fiscaux, parce que je paye mes cotises à certains organismes de l'État. Donc, bon, c'est à la marge, mais on peut compléter tout ça. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ce registre, je le fais, je le stocke. J'ai pas à le montrer à qui me le demande, hein, on le stocke. Si on pose la question, ben voilà, j'ai fait le registre. Et nous, on le voit, et David peut en témoigner, c'est que au niveau de nos actions, quand on travaille souvent maintenant avec des financeurs qui sont des services de l'État, qui nous interrogent sur ce qu'on demande aux entreprises. Alors, on peut vous demander, est-ce que vous êtes équipé d'un ordi portable ou pas portable? Mais sur les aspects législatifs, aujourd'hui, ils sont très vigilants en nous demandant, est-ce que l'entreprise connaît le RGPD? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'ils ont fait le registre? Ouais, ouais. Je veux dire, c'est les deux questions sur ces aspects-là qui reviennent régulièrement. Donc, voilà. Après, il faut pas avoir peur non plus. Je veux dire, à la dimension d'une entreprise, d'une entreprise telle que les nôtres, hein, les entreprises artisanales, le registre, c'est simple en fait, hein. Oui. C'est pas une usine à gaz, hein, faut pas, Non, 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 ça non. va être 3-4 lignes, hein, ça va pas être un truc C'est de ça. dingo, hein, ouais. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est, parce que souvent on nous pose la question, je mets par écrit ce que je fais, hein, c'est-à-dire j'ai des données clients, voilà à quoi ça me sert. On ne m'interdit pas de faire des choses, on ne me Mm. bloque pas pour faire des choses, il faut simplement que j'écrive ce que je fais, hein. Donc si j'ai un site de vente en ligne, ben, j'ai un site de vente en ligne. On ne m'interdit pas d'avoir un site de vente en ligne, on ne m'interdit pas de recontacter les personnes qui sont venues via le site de vente en ligne, mais simplement on met noir sur blanc ce qu'on fait. Voilà, c'est rien de plus que ça. Donc, Ce qu'on fait des données, ouais. Mm. voilà, ce qu'on fait des données. Donc, c'est pas quelque chose, alors à notre niveau, voilà, qui est forcément très contraignant, où on écrit ce qu'on fait. Mais il faut bien avoir en tête que ça ne nous interdit pas de faire des choses. Simplement, on écrit ce qu'on fait, et on doit être vigilant sur un certain nombre de choses qui sont légitimes par rapport au RGPD. Alors, une petite slide histoire de foutre un petit peu la trouille. Finir en beauté. Pour finir quasi en beauté, en cas de non-respect, il y a des amendes, hein, ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Alors, chiffre d'affaires mondial, donc au niveau de nos entreprises, bah, ça peut vite monter, hein. Mm. Voilà. Non, non, mais on blague, mais voilà. Euh, il y a des amendes qui sont prévues. Il faut savoir que c'est la CNIL aujourd'hui qui est le gendarme de tout ça. Et la CNIL a des pouvoirs juridiques qui peuvent aller jusqu'à des mises en place de jugements, etc., hein. Ça peut aller très, très loin par rapport à tout ça. Et pour Et- compléter ouais, ben voilà, j'allais dire la CNIL publie ses jugements et on voit, alors nous, on y regarde tout le temps avec l'équipe. Et c'est vrai que là, on voit maintenant, alors autant au début, c'était vraiment les GAFA, en gros, hein, enfin, sur lesquels il y avait des jugements, Google, Facebook et compagnie. De plus en plus, on voit des garagistes parce qu'il n'y a pas le registre. On voit de plus en plus des entreprises de taille artisanale pour dire ouais. les choses qui commencent à prendre aussi, quoi, en fait. Pour faire la suite logique, les jugements, quand ils sont publics, ils peuvent publier, et c'est ce que disait David à l'instant, la CNIL en publie. Donc attention à l'image, on rejoint ce qu'on disait tout à Mm. l'heure, hein. On a le cas des fois d'entreprises, alors c'est pas forcément volontaire, entre guillemets, ça peut être un oubli, etc. Ça peut venir aussi de fois de salariés qui enclenchent des procédures, hein, je veux dire, qui sont Ouais. parfaitement dans leur droit, mais qui enclenchent des procédures. Donc, derrière, qui dit jugement public, dit une image pas forcément très bonne et des conséquences pas forcément très, très top au niveau de certaines entreprises, mais on est tout à fait d'accord, hein. Et si vous avez un petit peu de temps pour nos amis auditeurs, vous pourrez aller faire un petit tour sur le site de la CNIL. On voit clairement aujourd'hui des TPE qui ont été condamnés par rapport au RGPD, hein. Donc, moi, la petite remarque à chaque fois que je dis aux entreprises, faut pas faire l'autruche avec ce genre de truc, hein. Faut pas mettre la tête dans le sable en disant ils nous enquiquinent, encore un truc en plus, machin.
c'est un domaine qui peut être très, très, très sensible puisqu'on touche aux individus, on touche aux données sur les individus. Donc, vous avez l'information, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est de mettre en place des choses qu'on évoquait tout à l'heure. Mais il faut être conscient qu'aujourd'hui, c'est une obligation qui, mine de rien, date quand même de 5 ans. Hein. Donc, Ouais. les services de l'État, ils vont commencer à s'exciter un petit peu. Et pour terminer, attention aux arnaques, parce qu'on en a eu quelques-unes. Des sociétés qui vont, entre guillemets, profiter du RGPD pour vous envoyer des documents, je vous en montrerai un juste après, qui vont proposer des prestations payantes. Moi, j'ai vu au niveau d'une TPE un pseudo-prestataire qui demandait 800 € pour faire un registre de traitement. Donc, je rejoins ce que disait David. À notre niveau, c'est 3 lignes et puis 3 tableaux, 3 fiches à remplir, grosso modo. On demandait 800 € pour faire ce genre de choses. Ou avec des faux logos. Alors, il faudra quand même qu'on m'explique un jour que le RGPD est une loi. Et j'ai rarement vu une loi avec un logo. Eh ben, on retrouve du papier en tête avec un splendide logo RGPD, avec évidemment les petites étoiles et le drapeau européen, puisque c'est un truc européen. Et moi, j'ai certaines entreprises qui ont vu ce genre de documents qui se sont dit, mais oh là là, on n'est pas bon, on n'a rien fait et on risque d'avoir des soucis. Donc derrière, si on fait un renvoi vers un cabinet ou vers un prestat ou vers un numéro surtaxé pour avoir des renseignements, c'est tout bonus pour le pseudo-pirate qui est derrière. Donc, ne vous faites pas avoir par rapport à ça. Il y a du démarchage qui a eu lieu et qui continue d'avoir lieu par rapport à tout ça. Voilà, un exemple de document qu'avait reçu une entreprise, voilà, une mise en conformité, donc signée par le directeur régional du RGPD, avec un beau numéro, avec un beau rappel du texte de loi tout en bas. Évidemment, si on peut foutre la trouille un peu plus, on ne va pas s'en priver. Et voilà, depuis 2018, il faut faire ça. Vous avez toujours rien fait. Contactez-nous et puis on va vous aider. Évidemment, on tombe sur une arnaque. Donc, attention par rapport à ces pseudo-démarchages. Les sources, on en parlé un petit peu tout à l'heure pour terminer. La CNIL. Le dernier lien, si vous ne savez pas quoi faire, c'est le texte de loi. Quelques centaines, je mets centaines au pluriel de pages. Donc évidemment, nous, on a tout lu. On a tout décrypté et on en a fait un splendide condensé qu'on vient de vous présenter à Qu'on vient l'instant. de vous présenter. Je refais juste une petite question, parce que une petite réponse. Donc Cindy et les autres, juste pour reboucler, dès lors que vous voulez faire de la newsletter, il vous faut le consentement. Ça, c'est une obligation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas envoyer une newsletter à un client, à quelqu'un, Contact. à un contact, merci, à un contact pour lequel vous n'avez pas son consentement. Il doit vous avoir dire oui, j'accepte que vous m'envoyez une newsletter. Idéalement, il faudrait même mettre la fréquence à laquelle vous allez envoyer. Moi, ce que je dis, parce que souvent les entreprises ont besoin de en fait, ils ont peur de demander. En fait, il faut absolument le faire. Donc, un, il vous faut le consentement. Et de deux, à partir du moment où vous faites de la newsletter, cela rentre dans le cadre du RGPD aussi. Et donc, il vous faut un registre. Donc, il vous faut, si vous voulez faire un envoi de newsletter, vous devez avoir le consentement et inscrire que vous faites de la newsletter dans le registre. Et tout ça, ça rentre dans le cadre du RGPD, Cindy. Et pour compléter la remarque de Cindy, attention, puisque alors je suis en train de lire la remarque, la question sous les yeux. RGPD, oui, à 2000%, et d'autant plus qu'on va avoir des données de santé sur la personne. Donc, aux notions, au sens de la loi, il peut y avoir, entre guillemets, ce qu'on appelle des données sensibles. Et au vrai sens du mot sensible, pas au sens sensible comme ça. Alors, on revient à notre discours de tout à l'heure, on ne nous interdit pas de collecter des données perso, entre guillemets, de santé sur l'individu, mais il faut que je l'en informe, c'est ce que disait David à l'instant, et il faut que je lui dise éventuellement à quoi vont servir ces données. Pour vous donner un petit exemple, moi j'ai une entreprise sur le 21 qui travaille sur des problèmes de santé pour les personnes qui ont des cancers notamment, et qui derrière travaille avec un cabinet de podo-orthèse, etc. Mais ça se passe très très bien. Mais imaginez la personne qui reçoit une info du podo-orthésiste, entre guillemets, même si ça s'est fait en toute bonne foi, en toute intelligence, etc., il y a une interprétation de la loi qui est limite dans ce cas de figure-là. Donc on ne m'interdit pas de diffuser les données.
mais il faut que la personne en soit avertie et que derrière, elle donne son consentement. Elle peut très bien dire, moi, mes données, elles restent chez vous, je ne veux pas qu'elles soient vendues ou qu'elles soient diffusées à un autre prestataire. Donc, dès que vous avez des données un petit peu au sens sensible, attention les yeux par rapport à ça, et notamment pour certaines de nos entreprises qui sont dans des domaines de santé. Qui peut demander le registre? La CNIL, c'est tout, personne d'autre. Donc le risque, on rejoint ce que disait David tout à l'heure, le risque pardon, que vous ayez une demande, il est très très faible. Par contre, vous pouvez informer les gens qu'il est fait. Je reprends l'exemple des salariés. S'il y en a un qui vous titille un petit peu en disant j'ai fait mon registre, s'il vous dit je peux le regarder, non. Voilà. Ouais. Le document, il est lié au chef d'entreprise, mais vous n'avez pas à le communiquer. C'est votre job à vous de le faire, mais les informations, elles restent à l'intérieur. Par contre, il peut évoluer, ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais personne ne peut demander à consulter le registre. Vous dire, est-ce que vous l'avez fait? Oui. Alors, faites attention parce que vous pouvez avoir, ce qu'on disait tout à l'heure, des structures qui vont vous dire, je peux vous le faire, je peux vous l'améliorer, etc., etc. Donc, méfiance par rapport à qui vous demande et qui vous mandate pour ça. Super question d'Ophélie. Tu la vois ou tu fais, je fais? Pour la carte de fille, Allez, excellente. eh ben, vas-y, moi je dis oui. Ouais, moi aussi. Alors, Ophélie qui pose une question. Lors d'une création d'une carte de fidélité dans mon magasin, cela compte-t-il comme un consentement sans consentement papier? Super, super question. Tout dépend de ce que vous faites, en fait. Moi, je dis, il y a ça aussi, c'est-à-dire que la carte fidélité, pourquoi le client signe? En fait, ou s'engage. C'est-à-dire que si c'est une carte de fidélité sur laquelle c'est 10% la prochaine fois quand il a 10 passages chez vous, bah, à mon avis, ça marche. Mais par contre, si vous vous servez de la carte fidélité pour envoyer de la newsletter et compagnie, et ben, il faut qu'il le sache au moment. Alors, ça peut être une information. Alors, nous, on aime bien effectivement qu'il y ait un consentement écrit parce que justement, ça enlève tout doute. Mais c'est vrai que le RGPD que Pascal et moi avons lu pendant tout notre été depuis Depuis 2018 2018. n'impose pas, on est à la moitié, n'impose pas vraiment, blague à part, n'impose pas vraiment un consentement écrit. Mais comment justifier que vous avez le consentement du client si vous n'avez pas d'écrit? Vous voyez, à un moment donné, ça se mord la queue, quoi, en fait. Donc, pour moi, Ophélie, la réponse, si vous vous servez des données des données de la carte fidélité pour envoyer de la newsletter pour les anniversaires des clients, etc., je dis, moi, il faut qu'ils le sachent. Donc ça veut dire consentement. Moi, pour compléter ce que vous avez, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Mettez-vous du côté Toujours. client. Ouais. Toujours, d'accord? Donc, on a trop tendance à dire, bah oui, mais c'est logique, c'est facile, c'est truc, c'est machin. Oui, mais moi, en tant que client, est-ce que j'accepterais ceci ou cela? Pas forcément, sans le savoir et sans avoir le consentement. Pour compléter ça, moi, j'aurais tendance à dire, il vaut peut-être mieux en faire trop que pas assez. Donc, dans certains cas de figure, on l'évoquait tout à l'heure, des fois les entreprises elles me disent bah oui, mais j'enverrai jamais de pub. Ben, moi, je ne sais pas demain si je le ferai ou si je ne le ferai pas. Aujourd'hui, peut-être que non. Dans 3 mois, peut-être que non. Mais peut-être que dans 6 mois, on aura une petite baisse de chiffres. Puis on va se dire allez, on fait une porte ouverte, on fait une invitation à tout le monde, etc. Ça, aujourd'hui, moi, je ne le sais pas. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas anticiper parce qu'en théorie, ça rejoint la question d'un de nos auditeurs. Le client, il peut très bien faire marche arrière, mais il faut qu'il me l'indique. Ça fait partie de ses devoirs. Mais moi aussi, je peux changer d'avis. Je peux dire, maintenant, finalement, je ne faisais pas de com, je ne faisais pas de porte ouverte et j'ai envie d'en faire. Donc, dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux que j'ai anticipé la chose et puis éviter d'aller dans ce cas. Alors, il y en a qui vont me dire, on ne le fait pas. Je veux faire une porte ouverte, je ne vais pas m'amuser à recontacter tout le monde. Mais si je l'avais fait en amont, c'est acté. Et puis, dans ce cas-là, je peux lancer mon action. Alors, dans le cadre d'un ami, méfiance, parce que l'ami, s'il est Peut-être si, officiel, je dis il est j'étais en train sous-traitant. d'y répondre. Ouais. Vas-y, voilà. S'il est Non, vas-y, vas-y. officiel, il est sous-traitant. Dans ce cas-là, le débat, il est clos. Si c'est un ami qui n'a pas de statut officiel, c'est moi qui engage la responsabilité. Mm, mm.
Et attention toujours, et c'est ce que j'étais en train de vous répondre, Nadine, c'est à quelles données il a accès en fait. S'il a accès au fichier client, enfin voilà, après il faut peut-être aussi, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure sur la sécurisation, ça peut être aussi furieusement intéressant d'avoir des accès différenciés. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des données physiques, eh bien peut-être que tout le monde ne doit pas pouvoir rentrer dans le bureau où il y a les fiches de paye, dans le bureau où il y a les clients. Alors ça, là, je vous dis ça dans une entreprise, hein, une grosse entreprise, mais il faut vraiment veiller à ça, à différencier les accès. Tout le monde ne doit pas avoir accès à tout. Et c'est le cas, par exemple, d'un fournisseur, d'un fournisseur de site Internet. Peut-être qu'il faut lui donner l'accès. C'est pour ça que nous, on fait plutôt la promotion que vous soyez propriétaire de votre hébergement, lui donner l'accès pendant qu'il a besoin de faire le site Internet. Et une fois qu'il a fini sa mission, clac, on ferme l'accès, en Coupe. fait. Ça, on Voilà. coupe. Mm. Mathilde, on a bientôt fini, mais on est des grands bavards, donc on se dépêche. Juste Je pense pour qu'on en vous a encore rappeler, pour une heure à peu près, ouais, non? une petite heure et demie, ouais. On finit pour l'apéro, on se fait une bière à la fin. Ouais, c'est ça. On se fait un apéro webinaire, on Un avait dit ce apéro matin, Webby, ouais, ouais. pour le dernier. Alors, juste vous rappeler que la CMA vous accompagne. Donc, vous l'avez compris, on parle ici de RGPD. Donc, évidemment, on peut vous accompagner sur sa mise en place dans votre entreprise. Mais évidemment, vous nous connaissez, on n'est pas regardant sur ce qu'on peut faire. Donc, on peut aussi vous accompagner sur l'intégralité des parties, des parties numériques. On est vraiment vendredi, j'en peux plus. Euh, je crois que c'est de répéter, tu sais, un peu toujours le même truc. Voilà, donc on vous accompagne sur tout ce qui est écrit là, même plus si affinité, comme on dit. Et puis Ouais. voilà, donc si jamais vous avez des questions sur l'aspect numérique, n'hésitez pas à nous appeler. Et surtout, voilà, si vous avez des gens qui vous démarchent sur le RGPD, sur le référencement, etc., passez-nous un petit coup de fil avant, ça peut être intéressant qu'on en discute. Une fois encore, euh, on vous accompagne gratuitement sur une journée max, donc n'hésitez pas, ça vaut le coup d'être pris. Et pour terminer, on peut vous le faire parce que tout bêtement, alors on est toujours un petit peu vigilant avec le terme gratuit, c'est qu'on a des Ouais, financeurs derrière. oui, Hein, on ne va pas rentrer dans les détails, qui sont notamment l'État, la région, voire des structures locales, voilà, qui nous permettent de vous accompagner gratuitement. Donc profitez-en. Pour l'instant, ça marche. On ne sait pas trop ce que le devenir va faire de tout ça, mais pour l'instant, voilà, on peut vous accompagner. Puis on va terminer un petit peu là-dessus pour faire le lien. Donc vous commencez à connaître nos petites têtes, nos trombines, etc. Et on rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'on a un partage de connaissances et ça, c'est important. Hein. Là, sur le RGPD, vous avez la crème de la crème ce matin. l'élite, L'élite. l'élite. Voilà. Non, non, mais voilà, on a tous des compétences et des envies ou des sujets qui nous interpellent plus les uns que les autres, hein, ce qui est tout à fait légitime. Et donc, ce qui fait que voilà, on se partage les demandes, on se partage les tâches et en toute bonne intelligence et bonne amitié entre les copains. Donc, Absolument. voilà, c'est ce qui fait que sur certains sujets, bah, c'est peut-être Margot ou Lionel qui prendront le relais. Hein. Pour ceux d'entre vous, vous avez vu l'autre jour notre ami Lionel qui quand même, je vais lui jeter des fleurs, une petite pointure sur le domaine de l'intelligence De l'IA, artificielle, ouais. qui a fait des démos assez fantastiques l'autre jour. Voilà, on a des compétences différentes mais complémentaires. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Ce qui fait que derrière, bah, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui prendra le relais dans un deuxième temps. Hein. Et donc, les webinaires, ben, vous les retrouverez sur la plateforme et sur la chaîne YouTube. Alors, vous nous donnez un petit peu de temps parce que derrière, il faut les monter, il faut les publier sur la chaîne de la Chambre. Et puis, le prochain rendez-vous, ça sera malheureusement le dernier pour cette année, hein, cet après-midi sur Canva avec Margot et toi. Oui, Voilà, hein, pour terminer en beauté cette semaine. Et puis en donc, beauté. voilà. Donc moi, comme je ne serai pas là cet après-midi, je voudrais en profiter pour remercier les collègues parce que voilà, c'est un gros boulot de faire cette semaine, il n'y a pas que ça. Et voilà, on le fait toujours avec grand plaisir et toujours avec un grand intérêt et avec un partage de connaissances et de compétences qui fait plaisir à avoir entre nous. Ouais, c'est chouette. Ouais. Hein. Et donc, rendez-vous en théorie l'année prochaine. On est en train de regarder tout ça pour la prochaine semaine du blanc numérique.
Merci Christophe, merci. Voilà, Eh bien, on se on quitte va là pour le clôturer la RGP. boutique. Et voilà, on ferme la boutique. Merci, merci à tous. Merci Pascal pour ton intervention magistrale et magique. Tu pars. Et à bientôt. Allez, à tout bientôt. Au revoir.